Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons essayer de ne pas vous faire perdre votre temps. Je remercie également en notre nom et en votre nom Marine Le Pen d'avoir bien voulu assister à notre conférence de presse. Mon père est mort en 1986. Et la dernière chose qu'il m'ait dite, en tout cas que je me rappelle, c'est me dire « Tu as de la chance, tu connaîtras l'an 2000 ». Déjà à l'époque, je voyais bien que l'an 2000 ne serait pas comme mon père l'avait espéré, qu'il était un militant socialiste convaincu du progrès social et du progrès technologique. On voyait déjà les nuages noirs apparaître. Et aujourd'hui, je vais faire un constat très très rapide sur la situation du monde, mais je crois qu'on ne peut pas passer outre. Et d'abord sur notre planète. On n'en parlera certainement plus au cours de la réunion, mais vous le savez, il faut le redire, on est en train de tuer la planète. Tuer ses ressources. Pas seulement l'énergie, parce que nous avons encore le soleil qui est à la source de toutes les ressources, mais aussi toutes les matières premières dont nous avons besoin. Et il n'y a plus assez de surface pour alimenter la population, et il n'y a plus d'eau. Et l'homme est en train de détruire les espèces animales. Je clôt le chapitre, c'est certainement le plus important. Deuxième aspect de la situation aujourd'hui, les musulmans qui s'entretuent. N'oublions pas qu'ils commencent par s'entretuer avant de tuer les autres, qui tuent tout le monde d'ailleurs, c'est entre eux bien sûr, les extrémistes. Et la planète est en train de s'embraser. Troisième aspect, un grand nombre d'Africains qui cherchent à fuir la misère et l'insécurité se pressent en masse aux frontières de ce qu'ils croient être encore un Eldorado, c'est-à-dire l'Europe. Mais je voudrais sans doute, parce que c'est le domaine où je suis le plus à l'aise, vous parler un petit peu d'économie. Je vais prendre l'indicateur le plus significatif, le PIB par habitant, autrement dit, la richesse qui est créée par chacun d'entre nous et divisée par le nombre de personnes qui contribuent à la fabriquer. Et on va regarder ça entre 1980 et 2013, pendant le règne de l'énarchie, de tous ces gens qui nous expliquent ce qu'il faut faire, qui disent au Front National qu'ils se trompent, qui disent que des bêtises, etc., etc. Donc je vous propose qu'on regarde les résultats, là où on peut les regarder d'une manière objective, chiffrée. Les chiffres que je prends sont ceux de l'OCDE, donc il n'y a pas d'enjeu chez eux, ce sont des objectifs. En PIB par habitant, dans les 40 pays et quelques que l'OCDE a suivis, donc pas tous les pays du monde, la France occupe le 17e rang. 17e rang. Si l'on reste en Europe, on trouve devant nous la Norvège et la Suisse, je ne parle pas de l'Union européenne, mais dans l'Union européenne elle-même, le Luxembourg, la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Islande, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, enfin l'Irlande et le Royaume-Uni. Voilà le résultat. En moyenne aujourd'hui, un Belge gagne 10% de plus qu'un Français, un Autrichien 20%, un Suisse 45%. Il n'y a que 35% des Français pour faire confiance au président de la République aujourd'hui, mais il y a 65% des Français, c'est-à-dire exactement la symétrie, qui considèrent que l'UMP ne ferait pas mieux. Et par conséquent, nous avons en face de nous des Français qui sont, comme toujours, je crois, très lucides de la situation, d'une situation qui est très grave, comme ça un peu partout. Mais il y a une vraie spécificité de la France. C'est cette classe dirigeante, ces gens qui ont fait pratiquement tous la même école, l'école nationale de l'ambition, qui ont été recrutés non pas sur leurs compétences personnelles, mais sur leur capacité à discourir, leur capacité à parler de tout, et même et surtout des sujets qu'ils ne connaissent pas. Alors, je voudrais maintenant, ce premier tableau ayant été dressé, vous expliquer pourquoi nous sommes là. Nous avons avec le Front National 3 points communs fondamentaux, en tout cas vus par nous. Premièrement, il faut sortir de l'euro. Il n'y a pas de politique économique alternative à celle qui est menée, comme vous le voyez, qui a été menée par Nicolas Sarkozy, maintenant par François Hollande. On ne peut pas mener de politique alternative si on reste dans l'euro. Et cette politique, on voit très bien où elle nous conduit. On n'a plus d'argent pour financer notre éducation nationale, nos armées, qu'on va voir partout dans le monde. Et pendant les événements, j'ai même entendu le représentant d'un syndicat de police nous dire qu'ils n'avaient plus suffisamment de balles pour s'exercer à tirer.
Ils n'ont pas de gilet pare-balles pour aller inspecter les endroits où se cachent les armes. Il faut quand même que nous prenions conscience dans quel niveau nous sommes tombés. Et je vois des hommes politiques nous dire qu'il faut réduire la dépense publique. Attendez, on va faire comment? Donc, il faut sortir de l'euro, premier point d'accord avec le Front National. Deuxième point d'accord, il faut stopper l'immigration. Et là, je vais vous en dire un mot déjà, parce qu'il y a des malentendus qu'il faut dissiper. On nous disait, j'espère que vous allez les uns et les autres changer de point de vue, on nous disait, vous êtes des xénophobes parce que vous voulez bloquer l'immigration. Et l'argument derrière étant de dire, l'immigration est positive pour la France, en termes économiques. Et on cite quelques études. Je vous invite, et si vous ne les avez pas, je vous les ferai parvenir, à lire ces études. Qu'est-ce qu'elles disent? Vous verrez, c'est très simple. Elles disent, premièrement, les immigrés sont plus jeunes en moyenne que la population française. C'est parfaitement exact. Elles disent ensuite, les jeunes coûtent moins cher la sécurité sociale que ce que coûte la moyenne de la population française. C'est parfaitement exact. Ils en déduisent par conséquent que les immigrés coûtent moins cher, donc financent la protection sociale, et ça, c'est totalement faux. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que pour contribuer à la prospérité du pays, il faut travailler. Il faut être un travailleur de plus. Alors je ne dis pas que tous les immigrés ne travaillent pas. Mais dans la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, soit ils prennent le travail de quelqu'un qui aurait pu le prendre à leur place, soit ils travaillent au noir et ils prennent le travail de quelqu'un qui peut travailler à leur place, et par conséquent, ce que ressentent tous les Français, en dehors de cette élite qui nous gouverne, c'est que l'immigration est un vrai problème économique pour la France. Donc l'immigration, dans la position où est la France aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en faire comment dirais-je, une loi universelle. Il s'agit de dire, aujourd'hui, avec le déficit commercial que nous avons, qui plombe notre économie, les immigrés qui rentrent contribuent à affaisser la prospérité de la France. Et par conséquent, comme il faut redresser l'économie française, il faut arrêter l'immigration dans notre économie. Troisième point d'accord avec le Front National, bien sûr, qui découle de celui-là, c'est la dénonciation des accords de Schengen. Nous devons absolument retrouver le contrôle de nos frontières, c'est absolument évident, et par conséquent, nous devons faire ça. Donc sortir de l'euro, sortir de Schengen, arrêter l'immigration, voilà des points qui nous font converger avec le Front National. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Il est bien clair que quand on est démocrate comme nous sommes, vous l'avez vu dans les papiers que nous avons fournis, Agir pour la France est issu des gens qui ont combattu avec Charles Pasqua, avec Philippe Séguin, avec Philippe de Villiers pendant des années, dans l'ombre et sans aucun espoir de succès, parce que nous n'avons plus de chef. Nous sommes des démocrates. Et nous disons qu'il faut sortir de l'euro, ça depuis 1992. J'ai écrit un livre sur le sujet que Philippe Séguin m'a préfacé, que vous trouverez sur Internet, si vous le cherchez. Et par conséquent, si on est démocrate et qu'on dit qu'il faut sortir de l'euro, c'est la priorité, je ne comprends pas comment on ne peut pas s'allier avec le Front National. Il y a des choses qui ne collent pas, où on ne veut pas sortir de l'euro, où on n'est pas démocrate. Marine Le Pen ayant apparu sur la scène politique il y a quelques années, on a vu immédiatement qu'elle avait un discours qui faisait qu'elle voulait prendre le pouvoir, qu'elle respectait les lois de la République, et à partir de là, il n'y avait plus aucun obstacle. Et très vite, je dois dire que vous nous voyez aujourd'hui, mais quand j'ai entendu les premiers discours de Marine Le Pen, et après l'avoir parlé avec un certain nombre d'entre nous, nous avons dit c'est la chance de la France. Et donc nous lui avons proposé un accord politique à cette époque-là. Ça ne s'est pas fait, pour différentes raisons, c'est pas grave. Je suis revenu voir Marine Le Pen 15 décembre peut-être, enfin à peu près, il y a à peu près un mois et demi. Marine Le Pen nous a dit, écoutez, si vous proposez un accord politique avec nous, ben, nous sommes d'accord sur le principe, hein, madame, je ne veux pas vous parler à votre place. Et ben à nous de jouer, ben voilà, nous vous réunissons. Je vais donner les points d'accord. Il y a dans les papiers que nous avons adressés une douzaine de points, je ne dirais pas de désaccord, mais des points sur lesquels nous devons discuter pour être capables de gouverner ensemble. Parce que l'objectif doit être clair. Nous ne sommes pas là pour faire des discours, nous sommes là pour aider Marine Le Pen d'abord à gagner l'élection présidentielle. Premier point. Nous sommes là ensuite pour gagner les élections législatives. Deuxième point. Je le redis aussi, en particulier aussi à Louis Alliot et à Marine, il faut gagner les élections législatives. On ne gouvernera pas le pays seulement en étant président de la République. On peut certes faire un référendum, faire des choses,
Ce ne sera pas inutile. Il faut aussi gagner les élections législatives. Et troisième point, il faut gouverner la France. J'espère que nous arriverons à prendre le pouvoir, je touche du bois. Il faut ensuite réussir. En 5 ans, ne nous faisons aucune illusion. Il sera impossible de remettre la France sur la position qu'elle avait avant les années 80, avant que ces grands chefs qui prétendent gouverner la France aient pris le pouvoir. Mais nous pouvons sortir la France du chemin qui l'a conduite à la fois vers le déclin, et je le crains, vers la guerre civile, pour mettre la France sur une bonne trajectoire. Pour mettre la France dans le renouveau économique, dans le renouveau social, dans la cohésion sociale. Ça, en 5 ans, nous pouvons le faire. Et ça, nous devons le réussir. Parce que si nous ne réunissons pas ça dans les 5 ans qui viennent, nous n'aurons pas une chance. Notre objectif, nous avons donc proposé au Front National un accord politique, qui veut dire que nous leur proposons, je vous propose, madame, monsieur, de discuter avec nous les points sur lesquels nous ne sommes peut-être pas d'accord pour arriver à un programme de gouvernement commun qui nous permette de gagner les prochaines élections présidentielles, législatives et de gouverner le pays. J'étais un peu long, je vous prie d'excuser. Vous n'évoquez jamais l'historique gaulliste de votre mouvement. Vous n'avez jamais prononcé le mot. C'est à dessein, ou alors vous pouvez nous dire quelle part du gaullisme vous souhaitez incarner aujourd'hui et comment cela est compatible avec l'histoire du Front National que vous rejoignez aujourd'hui. D'accord. Plusieurs choses. D'abord, j'ai cité Philippe Séguin, Charles Pasqua, donc... Agir pour la France s'est construit, comme je vous l'ai dit, sur les orphelins de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers, dont nous avons été des responsables les uns et les autres. Il y a 2 courants dans ces mouvements, et ça a été d'ailleurs un des coups de génie des 2 hommes de savoir rassembler. Nous avons le même attachement à la France. Nous avons compris depuis le départ, si vous voulez, que cette histoire d'euro serait une catastrophe pour notre pays. Mais nous n'avons pas les mêmes mots. Nous n'avons pas la même culture. Il y a une culture qui est beaucoup plus empreinte de royaliste catholique, si vous voulez, et l'autre qui est plutôt révolutionnaire laïque. Et nous avons vu en travaillant ensemble, ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs, il y a eu des discussions assez difficiles au sein du RPF, mais en tout cas en Gironde ça s'est relativement bien passé. Et nous avons appris à voir que nous étions d'accord sur ce qu'il fallait faire pour le pays. Et ça qui était l'essentiel. Donc ces 2 familles sont représentées ici, nous sommes 4 si vous voulez, vous avez 2 qui s'inscrivent dans la tradition gaulliste, et puis 2 qui s'inscrivent davantage dans la tradition luliériste, responsables départementaux de leurs différents mouvements, et l'ensemble de nos effectifs sur lesquels nous démarrons très modestement aujourd'hui, nous sommes une petite centaine, pas plus, et d'ailleurs notre objectif n'est pas les militants, on y reviendra peut-être après. Mais donc si vous voulez, nous avons ces 2 familles, et par conséquent je ne vais pas prétendre qu'on est au niveau des gaullistes. Maintenant, moi qui suis gaulliste, vous me posez la question, ou Henri par exemple, qui est président de l'Union gaulliste, je n'ai strictement aucun problème. Alors. Mais alors, aucun. Aucun. Vous voulez, de quoi la France a-t-elle besoin? Voilà. De quoi la France a-t-elle besoin? La conviction qu'il faut sortir de l'euro, qu'il faut bloquer Schengen et arrêter l'immigration, chez moi en tout cas, et bien chez nous, elle est totale. Totale. Alors après, on fait quoi? On est des démocrates et on prend le pouvoir ensemble, point final. Quel est le problème? Aucun. Et je ne comprends pas ceux qui disent qu'ils vont faire ça et qui ne veulent pas passer d'accord politique avec le Front National. C'est incohérent. Donc je vous rappelle aussi, pardonnez-moi, que vous posez la question sur le gaullisme, mais enfin, au moment de la résistance, bon, le gaullisme n'existait pas, si je puis dire, et on n'a pas demandé aux gens qui entraient dans la résistance quelle était leur couleur politique ou leurs opinions. Je vous rappelle même qu'il y avait plutôt de tout à l'intérieur. Donc voilà. Quel est l'intérêt de la France? Point final. Voilà. Donc, et je me sens, alors pour le coup, très gaulliste quand je dis ça. Très gaulliste. Autre question? Je peux peut-être dire quelque chose brièvement. Le gaullisme aujourd'hui, De Gaulle n'est plus là. Mais qu'est-ce qui reste du gaullisme? C'est l'indépendance nationale. C'est le droit des peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Voilà ce qui subsiste de ce que nous sommes tous ici. Le Front National aussi, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ce dont on a le plus besoin ici. Le reste, après, ça se passe tout seul. Je voulais comprendre quelles étaient les fonctions que vous aviez occupées justement dans les différents mouvements auprès de Charles Pasqua, auprès de Philippe de Villiers, quelles étaient les responsabilités que vous avez tous pu avoir dans ces différents mouvements. Claude. Commence par moi.
Alors j'étais président de la fédération de la Sarthe du MPF. J'étais membre du conseil national du MPF. Et j'ai été candidat pendant à peu près 20 ans dans la Sarthe à toutes les élections, avec en face de moi mon voisin de commune, François Fillon. Donc je connais bien l'homme, mais j'ai eu énormément de mal à passer devant lui. Oui, bon, moi je suis entré en politique au RPR, toujours pour des questions, parce que c'était la base gaulliste à l'époque. Et j'ai quitté le RPR au moment de Maastricht, lorsqu'il y a eu cette monnaie unique qui nous enlevait notre souveraineté. Alors là, j'ai suivi Charles Pasqua, Philippe Séguin, et jusqu'au moment où il y a eu cette association qui a été faite par Charles Pasqua pour créer le RPF avec Philippe de Villiers. Moi j'avais des fonctions qui étaient représentant départementaux pour la Seine-et-Marne, représentant des départementales pour la Seine-et-Marne. Et quand ils ne se sont pas entendus, bon, ça a été une désorganisation complète. Et j'ai suivi à ce moment-là Philippe de Villiers parce qu'il représentait un mouvement que j'aimais bien, puis il avait beaucoup d'amis dedans, donc une certaine fidélité en amitié aussi. Mais je suis toujours, dans mon parcours politique, ça a toujours été l'indépendance nationale. Parce que je ne pense pas qu'on puisse demander, qu'on puisse avoir besoin de demander l'autorisation à quelqu'un pour gérer sa propre famille. Je ne le crois pas, c'est pas possible. C'est un peu, comment dirais-je, comme si on était obligé, c'est une famille, était obligé de demander à son voisin l'autorisation de choisir telle couleur pour la peinture qui allait servir à peindre dans sa salle à manger. C'est exactement cela, c'est ce qui se passe. Ben ça c'est inadmissible, moi je ne peux pas le supporter. C'est la raison. Oui, pardon. Oui, Non, vas-y. J'ai un peu un parcours un peu atypique. Je suis rentré en politique en 92 chez les Verts, écologistes. Écologiste Vechter. Hein. Ah ben c'était le seul qui était le vrai. Oui. Le seul qui était vrai, c'était le seul qui a eu la décidé qu'il a eue après l'entrisme gauchiste. Et je me souviens, j'étais conseiller régional d'Île-de-France à l'époque. Et je me souviens du groupe Front National en Île-de-France avec votre sœur, Mme Le Pen, Jean-Yves Le Gallou, Pichon, tout le monde. Et j'avais de très très bonnes relations avec le groupe. J'étais le seul, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais éjecté de chez les Verts d'ailleurs. Ça n'a rien d'étonnant. Chez les Verts, parce que j'avais de très bonnes relations avec Jean-Yves Le Gallou, avec Pichon, avec votre sœur, Marie-Caroline, avec tout le groupe Front National. J'étais le seul d'ailleurs chez les Verts. Et j'étais aussi sur la position que les Verts avaient prise à l'époque du droit de vote des étrangers. Et comme j'étais le meneur du contre le droit de vote avec 4-5 Verts, Jean-Pierre Richard à l'époque, on a été éjecté chez les Verts après l'entrisme. Donc on a fini notre mandature au conseil régional dans le groupe non inscrit. Et après, il y a eu l'épisode de Pasqua, RPF, on a vu ce que ça donnait avec De Villiers, en 99. Et donc on a fondé avec un certain nombre de gaullistes et de gens chez De Villiers aussi. On a fondé l'Union gaulliste à ce moment-là. En 2005, on a pris part au référendum et on avait appelé à voter. On a fait d'ailleurs une assez grande prestation dans toute la France. On a été présentés. On a participé, je dois dire qu'on a fait une très bonne campagne, on a participé à la victoire du non en 2005. Voilà, ensuite, l'Union gaulliste existe toujours, elle est un peu en sommeil en ce moment, mais beaucoup de personnes Il y a Agir pour la France. de cadre. Et puis, il y a Agir pour la France maintenant, c'est naturellement retrouvé, rassemblé. Des gens compétents, des gens d'expérience politique, des gens compétents, des gens qui ont une très grande expérience de qualité, capacité politique, professionnelle. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui et tout naturellement,
eh bien, on se retrouve ce qu'on aurait pu faire bien avant, d'ailleurs. Oui. Quelles sont les bases de l'accord politique que vous avez demandé au Front National mi-décembre, au-delà d'ailleurs du programmatique, qu'est-ce que vous avez demandé peut-être d'avoir des candidats dans certains endroits? Au-delà des programmatiques, rien. Absolument rien. Alors évidemment, ça peut surprendre en politique, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les gens qui sont à agir pour la France sont des gens qui ont milité pour un certain nombre de causes, si vous voulez, depuis des années, les amis qui sont là. Et si on avait voulu être élu, croyez bien qu'on ne serait pas resté là. Hein, on serait à l'UMP, ou plus récemment on aurait peut-être rejoint le Front National, mais on ne serait pas à agir pour la France. Alors, donc déjà, nous avons une population un peu particulière pour connaître. C'est pas très facile d'ailleurs pour nous, parce que pour trouver les candidats, il faut leur dire, mais si, tu dois le faire, tu t'es engagé pour la France, alors maintenant il faut aller au combat. Donc voilà, ça vous explique, nous n'avons rien négocié, pourquoi? Parce que Marine Le Pen est la candidate de l'élection présidentielle, si c'est pas elle qui gagne, nos idées, elles ne gagneront pas, hein, c'est sûr. Donc il faut qu'elle gagne, ça c'est très clair. Donc à partir de là, c'est le chef. La 5e République, c'est le chef. C'est elle qui mène la campagne, c'est elle qui a les idées, qui va remonter tout ce que lui dit le terrain, et c'est donc elle qui fixe la stratégie. Nous nous plaçons dans une autre optique. On avait dit, il faut gagner les législatives, il faut en même temps pouvoir gouverner la France. Notre rôle, les militants au Front National, il y en a suffisamment, nous en avons aussi, d'ailleurs des gens qui ne sont pas fermes, mais ce n'est pas l'objectif que nous fixons. Il faut d'abord identifier les hommes qui vont être prêts à gouverner. Je ne parle pas des ministres, parce que les ministres, c'est juste des porte-parole, ils ne servent pas à grand-chose. Mais les gens qui vont prendre des postes clés dans la nation pour la faire avancer dans le sens complètement nouveau que nous voulons lui donner. Et là, il faut les choisir dès maintenant. Enfin, en tout cas, commencer à les connaître, voir comment ils se comportent, enfin bon, etc., etc. Là, je pense que nous pouvons aider le Front National en la matière et nous allons le faire. Et puis, il faut aussi, effectivement, si le Front National le souhaite, nous pourrons lui proposer des candidats. Je vous l'ai dit, ce ne sera pas forcément facile, mais nous irons le chercher. Pourquoi? Si Marine Le Pen nous le demande, bien entendu. Pourquoi? Parce que nous craignons, ça a été une grande discussion entre nous avant qu'on aille voir Marine Le Pen, qu'au dernier moment, les Français hésitent à élire Marine Le Pen, la présidente de la République, et ses candidats aux législatives. Parce qu'il y a le passé reste dans l'opinion générale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour nous il n'a aucune importance, mais il reste. Et nous pouvons apporter, en tout cas nous le ferons si le Front National le souhaite, comment dirais-je, une sécurité aux Français pour leur dire vous avez quelques méfiances, il vous reste quelques réticences à l'égard du Front National, nous serons là pour vous rassurer et pour faire en sorte qu'on respecte l'ensemble des engagements qui auront été pris, mais y compris en particulier l'ensemble des valeurs qui font notre société. Il y a des gens qui en doutent encore, nous n'en doutons pas à l'égard de Marine Le Pen, mais bon, ça peut exister. Donc nous pouvons apporter aux Français cette garantie, si vous voulez, cette garantie. Ce confort. Si Marine Le Pen est légitime, nous le ferons. Maintenant, nous ne négocierons rien là. Quand on veut gagner, on se met derrière le chef, ça c'est l'homme de droite, et on suit. Et on verra. Mais nous lui parlerons. Sur les idées, vous avez dit en dehors des idées, c'est capital les idées. Monsieur, oui. Il y a un an, vous prononciez un discours lors de la manifestation organisée par l'Écosse laïque et Résistance républicaine, demandant un référendum contre l'immigration, enfin sur l'immigration, pardon. Je voulais savoir si c'est des gens avec qui, je crois qu'il y avait aussi le Globe Financière qui a fait la manifestation. Est-ce que c'est des gens qui, pour vous, doivent participer à un éventuel gouvernement en 2017? Est-ce qu'ils font partie de ces gens qui sont nécessaires pour gouverner en 2017? Non. Attendez, les choses soient claires. Le gouvernement, en 2017, c'est le président de la République qui le nomme. Et donc, si vous voulez, la question, vous la poserez tout à l'heure à Marine, si vous voulez, c'est pas à moi. Non, ce que je vous ai dit pour 2017, si vous voulez, il faut des hommes et des femmes compétents. Le problème de la France est quand même extrêmement grave. Vous voyez bien qu'on ne se lance pas dans un combat politique pour avoir des postes. Votre confrère qui a demandé qu'est-ce qu'on avait négocié, je vous ai dit rien. Donc, il ne faut pas être plus clair. Et c'est vrai qu'on n'a rien négocié. Quelques-uns me le reprochent, les anciens qui ont fait de la politique me disent mais t'as rien négocié? Non, j'ai rien négocié. Et je ne négocierai rien. Alors après c'est à Marine Le Pen à voir comment on fait pour gagner. Hein, nous, pardon. Quand je vous parlais des hommes qu'il fallait, c'est des hommes au poste clé pour tenir le pays, pour le faire changer. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie d'alliance pour le Front National? À un moment on pensait que vous pourriez peut-être faire marche le seul jusqu'à 2017. Est-ce que maintenant vous allez peut-être appuyer de plus en plus de partis ou de structures diverses à
à s'associer avec vous? Moi j'appelle tout le monde, tous ceux qui partagent les grandes idées qui sont les nôtres. Moi je suis frappé parce que c'est de plus en plus rare d'entendre des paroles telles que celles qui viennent d'être prononcées par... ça c'est du vrai gaullisme en fait. Le vrai gaullisme c'est ça, c'est de dire l'intérêt supérieur de la France est la seule boussole. Voilà. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de discussion, on ne vend pas quelque chose. Si l'intérêt supérieur de la France l'exige, alors eh bien, l'ensemble des patriotes se mettent à disposition du sauvetage du pays. Moi, j'ai appelé l'ensemble des patriotes à nous rejoindre. Je n'ai jamais demandé aux gens de se justifier de leurs engagements politiques passés. J'ai dans ma circonscription beaucoup d'anciens communistes, Hénin Beaumont, beaucoup d'anciens socialistes nous rejoignent, des gaullistes, des anciens du MPF, des anciens du RPR. Je crois que c'est ça, la France précisément. Je veux dire, la France, le peuple français qui demain va se lever pour mettre fin aux 30 années d'effondrement économique, moral, l'effondrement de notre indépendance, c'est le peuple français dans toute sa diversité, dans des parcours qui sont extrêmement différents, mais qui le matin se réveille en se posant une question: quel est l'intérêt de la France? Voilà. C'est quel est l'intérêt de la France? Je me pose une question, la réponse est: est-ce l'intérêt de la France? Si c'est l'intérêt de la France, alors il faut le faire. Si ça n'est pas l'intérêt de la France, alors il ne faut pas le faire. Et ce, quel que soit, on apposera comme étiquette sur la mesure, est-ce qu'elle est de droite, est-ce qu'elle est de gauche, tout cela, je vous avoue franchement, et vous le savez bien d'ailleurs, pour me fréquenter régulièrement, m'intéresse moi assez peu. Moi, la seule question qui m'intéresse, c'est quel est l'intérêt de la France. Voilà. Et c'est ça qui nous réunit. Alors, j'espère que demain, il y aura beaucoup d'autres qui nous rejoindront dans cet élan, dans cette dynamique. Je crois que ça démontre quand même qu'aujourd'hui, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine est capable précisément de réunir des gens qui peut-être n'auraient jamais envisagé de combattre ensemble. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la résistance. Ça ressemble beaucoup à la résistance où on se met à combattre côte à côte alors que rien ne peut-être nous prédisposait à le faire simplement par amour de la France. Eh bien, nous sommes à un peu plus de 2 ans de l'élection présidentielle maintenant. Il est effectivement le moment de se mettre en situation de travailler tous ensemble et de créer cette convergence, si vous voulez, patriotique, cette convergence patriotique pour pouvoir présenter lors de l'élection présidentielle un candidat qui puisse réunir dès le premier tour le plus grand nombre de suffrages. Je dis dès le premier tour parce que vous savez bien que les dynamiques, elles s'analysent bien entendu dès le premier tour. Monsieur Guckerman a dit que votre comportement était irréprochable. Comment vous entendez les paroles de Monsieur Guckerman? Et le vote des députés de France en votre faveur grandit au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est un vote sur lequel vous comptez, notamment pour l'élection 2017? Bon. D'abord, M. Guckerman n'est pas l'arbitre des élégances. Il n'est pas professeur de fréquentabilité. Bon. Maintenant, je ne vais pas cracher sur un compliment, même s'il a été assez court dans le temps, parce qu'ils sont assez rares. Même lorsqu'ils durent quelques heures, mon Dieu, je les prends avec assez de plaisir. Ce que je crois surtout, et c'est plus intéressant au fond sur la situation de nos compatriotes de confession juive, c'est que toutes ces associations qui se sont présentées comme représentatives des Français de confession juive, depuis 20 ans, 25 ans, n'ont eu de cesse, il faut bien le dire, de lutter contre le Front National. Il fallait lutter contre le Front National, considérant que le Front National était un danger. Les propos de M. Guckerman sonnent quand même comme un aveu, l'aveu d'une erreur, et d'une erreur lourde de conséquences. C'est que pendant tout le temps où il luttait contre le Front National,
eh bien, le véritable danger pour les Français de confession juive, entre autres, et les autres, c'était la montée du fondamentalisme islamiste. Et contre celui-là, seul le Front National se battait, un peu seul, il faut bien le dire. Et je pense qu'il y a chez nos compatriotes de confession juive aujourd'hui un vrai débat de fond qui les agite, entre ceux qui veulent rester sur un schéma, j'allais dire, ancien et tellement confortable intellectuellement, consistant à dire l'antisémitisme, c'est l'extrême droite, etc. Et ceux qui disent, mais écoutez, arrêtez, ça n'existe plus, ça n'existe plus depuis des décennies. Je veux dire, la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui qui frappe, qui blesse, qui tue, c'est l'antisémitisme issu du fondamentalisme islamiste. Et il serait largement temps de combattre ce qui est véritablement le danger qui pèse sur nos compatriotes de confession juive. Donc c'est un débat en interne aujourd'hui qu'il révèle, et peut-être encore une fois une forme d'aveu. Donc je ne peux que me réjouir de cette avancée, car je pense que plus nous serons nombreux à lutter contre le fondamentalisme islamiste qui se répand, qui prend des positions depuis des années et des années dans notre pays, et mieux ce sera. Voilà, et plus nous aurons d'espoir, de chance de pouvoir vaincre ce que je considère comme un véritable cancer. Le président Hollande, hier justement au dîner RIF, et probablement en réponse aux propos de M. Buckerman, a employé une expression dite de français de souche. Oui, j'ai pas une passion pour cette expression, parce que moi j'ai une vision très imprégnée, si vous voulez, des valeurs de la République française, des valeurs de l'assimilation. C'est-à-dire que je pense que quand on devient français, on devient français. D'ailleurs, je regrette de voir systématiquement l'utilisation des termes communauté, alors la communauté musulmane, la communauté juive. C'est une forme, quelque part, d'accompagnement du communautarisme. De la même manière, faudrait-il parler des Français d'origine italienne ou des Français d'origine française, car les Français de souche, c'est ça, en fait, ce sont les Français d'origine française. Bon. C'est un vocabulaire qui a été mis en œuvre, honnêtement, souvent par ceux qui cherchaient à mettre en œuvre la discrimination positive. D'ailleurs, il fallait que les Français d'origine étrangère puissent bénéficier de toute une série de droits, d'attention, qui étaient refusés en quelque sorte aux Français d'origine française. D'où cette expression français de souche qui a été utilisée par un certain nombre de personnes qui considèrent qu'on faisait une forme d'injustice aux Français d'origine française, parce qu'eux ne bénéficiaient d'aucun avantage en quelque sorte, alors que d'autres bénéficiaient de discrimination positive. Bon. Moyennant quoi, le président de la République utilise cette formulation de français de souche systématiquement quand il s'agit d'évoquer des aspects négatifs. Comme s'il s'en réjouissait, quoi. Là, on avait le sentiment qu'il nous expliquait que, avec un soulagement, que ouf, la profanation du cimetière de Sarre-Union, ouf, c'était des Français de souche. Bon, il a oublié de dire que c'était aussi des bolchos, mais ça, on ne peut pas tout lui demander en termes et des antifas, c'est-à-dire ceux qui sèment la violence dans le pays, avec une complaisance totale de la part du gouvernement socialiste, car ces antifas qui ont profané ce cimetière font partie de la même mouvance idéologique que ceux qui détruisent, que ceux qui, depuis des mois et des mois, menacent, de ceux qui manifestent violemment à Rennes, à Nantes, ceux qui ont brisé près de 40 commerces hier à Toulouse, etc., etc. Ce dont le Front National réclame qu'il soit dissous. Depuis des mois, nous réclamons la dissolution de ces groupes antifa qui ont fait de la violence manifestement un moyen d'action politique. Or, c'est précisément la définition qui permet la dissolution de ces groupements. L'utilisation de la violence comme arme politique. Je remarque qu'un certain nombre de groupes ont été dissous par le gouvernement socialiste, mais ces antifas-là, on les regarde un peu avec les yeux de l'amour de la part des socialistes. Peut-être qu'on espère qu'un jour, ils puissent être utilisés comme des milices, car ce sont des milices.
Ce sont des milices, et même parfois des milices paramilitaires, hein, qui s'entraînent au combat de rue. Moi, je conclus du fait que le gouvernement refuse de les dissoudre, qu'il cherche à les instrumentaliser, à les utiliser politiquement. Il se trouve que ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui empêchent chaque meeting du Front National de se dérouler sereinement. Ce sont les mêmes que nous retrouvons et qui viennent manifester contre nous à chaque déplacement, de manière violente, à chaque meeting, de manière violente. Peut-être est-ce cela le rôle que le gouvernement socialiste accorde à ces milices antifa, le soin de perturber le fonctionnement de la démocratie et d'empêcher le Front National de pouvoir s'exprimer sereinement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cet événement. Moi, je regrette encore une fois que le débat sur ces antifas n'existe pas dans la presse qui, souvent, a l'habitude, il faut bien le dire, de s'indigner. Il y a comme ça des poussées d'indignation récurrentes et parfois même permanentes. J'aimerais retrouver cette même indignation, encore une fois, à l'égard de mouvements qui le méritent. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire d'après vous, François Hollande? Il a voulu dire que c'était pas des Arabes, non, ou des musulmans. Je pense que c'est ça qu'il a clairement voulu dire. Il a voulu dire à M. Kuckerman, vous avez dit que les violences étaient le fait de jeunes musulmans. Ben non, regardez, la profanation, c'était des Français de souche. Je crois que c'est très clair. C'est en même temps terriblement maladroit. Ça démontre une absence totale de vision de ce qu'est la France, mais aussi de ce que sont les problèmes de la France. Voilà, c'est assez à la hauteur de l'image que je me fais de François Hollande. Et sur le fait qu'il reprenne un vocabulaire qui appartient quand même à l'extrême droite et qui a été parfois repris par des membres du Front National, qu'est-ce que ça vous inspire? Français de souche? Non, mais ça, encore une fois, ça ne m'inspire rien. La seule chose que ça m'inspire, c'est qu'il utilise ce vocabulaire, en général, pour évoquer des faits qui sont négatifs. Voilà. On a l'impression qu'on est content, quoi. On est content que quelque chose qui soit éminemment critiquable émane de Français d'origine française. On est heureux, on est soulagé. Mais j'ai vu ça aussi dans d'autres situations. Hein. Je me souviens même d'un tweet de journaliste disant au moment de l'affaire Mera, espérons que ce soit un mec d'extrême droite. Donc voilà, ils espéraient, quoi. Ils allaient déposer des cierges pour que ce soit un type d'extrême droite. Donc, pas de bol. Mais encore une fois, être dans cette vision-là, c'est n'avoir rien compris aux problèmes qui sont ceux de notre pays. C'est être dans une espèce de combat, si vous voulez, idéologique, qui est stérile, à mon sens. Et le président de la République devait être sans couder au-dessus de tout ça. Mais il a du mal, manifestement, à s'extraire de la glaise, hein, de la bassesse politicienne qui est celle de la vie politique française aujourd'hui. Oui. Vous êtes, pardon, excusez-moi. TV Liberté. Oui. De quel média, pardon? TV Liberté. Ah, TV Liberté, oui. Les organismes d'Agir pour la France tendent la main. Comment expliquez-vous l'attitude de Nicolas Dupont-Aignan qui continue de rejeter toute alliance avec le Front National? Ceci me plonge dans un abîme de perplexité. Il est évident que lorsque l'on regarde le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai que même avec la meilleure volonté du monde, il est quand même assez difficile de trouver des différences majeures, des différences notables avec celui du Front National. Lui-même, d'ailleurs, a les pires ennuis pour essayer de trouver une différence. Alors, je ne sais pas, en général, il essaye de dire que nous serions des gens excessifs, moyennant quoi il accueille dans son mouvement tous ceux qu'on vire parce qu'ils sont excessifs. Alors, moi, je veux bien, mais là aussi, il y a une espèce de forme d'incohérence, mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Non, je ne comprends pas, à part, si vous voulez, un ego qui pourrait le pousser à considérer que
lui a sa chance, c'est qu'un jour il y arrivera. Bon, l'histoire nous dira si c'est vrai ou pas, mais c'est regrettable parce que je pense que l'ensemble des forces effectivement patriotes, l'ensemble des forces qui défendent l'indépendance et la souveraineté devraient pouvoir se retrouver. Ça ne veut pas dire se fondre, chacun doit conserver son étiquette, chacun doit conserver son identité propre. C'est d'ailleurs le sens du Rassemblement Bleu Marine, c'est comme ça qu'on l'a conçu, pour que chacun puisse venir en conservant sa propre identité politique, mais participer à un combat commun dans le cadre d'une plateforme électorale. C'est comme ça que j'avais envisagé le Rassemblement Bleu Marine. Bon voilà, je veux dire, je ne peux pas vous dire plus, il faudrait lui demander à lui, mais... Avant de faire ce que nous faisons ici à Agir pour la France, il faut vous dire, après tout je l'ai fait, donc je ne vois pas pourquoi je m'en cacherai, j'ai vu plusieurs fois Nicolas Dupont-Aignan pour lui dire que ce que nous faisons, il devrait le faire. Ce serait quand même mieux. Hein, il est député, il n'a pas fait, là, on peut... Comment Agir pour la France va s'inscrire dans le Rassemblement Bleu Marine, Front National? Est-ce que c'est nous en discuterons. Je crois que la démarche d'Agir pour la France était précisément comme preuve, d'ailleurs, c'est absolument éclatant, je veux dire, de leur bonne volonté, que ceci s'inscrit dans une démarche exclusivement politique, était de faire cette conférence de presse avant même qu'aucune discussion puisse intervenir. Donc nous en discuterons. En gros, c'est un acte de soutien. Voilà, Et nous en discuterons, nous allons discuter pour savoir comment Agir pour la France peut participer à cette grande dynamique qui entoure aujourd'hui le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, qui intègre également des mouvements comme le Ciel. Donc nous allons voir cela, nous allons discuter pour savoir comment est-ce qu'on peut, encore une fois, faire en sorte que ce soit le plus performant. C'est des bases qui permettent de travailler tout à fait correctement. Elles n'étaient pas réunies à ce moment-là, et donc nous avons préféré rester de notre côté. Et je dois dire aussi, pour le dire à Marine Le Pen, je crois que le Front National n'avait peut-être pas vu aussi bien qu'aujourd'hui l'intérêt qu'il pouvait avoir d'avoir des alliés, et non pas des gens qui soient avec eux de manière plus... Et nous allons nous proposer au Front National de discuter, nous allons discuter. De toute façon, nous l'avons déjà dit. Un, nous ne négocions rien. Deux, nous sommes d'accord sur les points majeurs pour la France. Bon, après, il s'agit de faire en sorte que le programme soit le meilleur possible pour rassembler le plus de Français possible. Nous allons discuter de ça. La manière dont nous procéderons, nous garderons notre indépendance aussi longtemps qu'il faudra, mais nous serons bien sûr, comme on l'a déjà dit, pour la campagne présidentielle, complètement libérale. Et qu'aujourd'hui on se retrouve, probablement qu'entre-temps d'ailleurs, peut-être que le Front National a trouvé qu'on était des gens sérieux, tout compris, puisque bon, quand les choses ne marchent pas, on s'en va sur la pointe des pieds, on ne dit rien. Il montre que notre objectif, c'est bien de gagner ensemble, pas autre chose. Oui, Béatrice Bouchard, Journal de l'Opinion. J'avais deux questions. Une pour Mme Le Pen. Électoralement, la notion de gaullisme, en 2015, enfin en 2017 en l'occurrence, pour la présidentielle, en quoi ça parle, qu'est-ce que ça peut apporter? Et il y a une question pour M. Fédou. Agir pour la France, c'est combien de divisions? Combien vous avez d'adhérents? J'ai déjà répondu, mais je vais pas commencer. Excusez-moi, ça va échapper. Non, mais je ne sais pas si, électoralement le terme de gaullisme puisse être en soi, si vous voulez, une étiquette politique, mais elle est quand même, c'est quand même une étiquette d'indépendance, quoi. C'est un synonyme dans l'esprit des Français, c'est le synonyme de l'indépendance de la France, d'une influence de la France dans le monde, d'un rayonnement de la francophonie, d'une vision d'équilibre dans les rapports internationaux, un attachement aux valeurs traditionnelles de la France. Donc il y a beaucoup de synonymes qui sont attachés à cette vision gaulliste. C'est un courant surtout qui a été largement oublié par ceux qui s'y réfèrent. Dans la vie politique française, plus on se réfère à De Gaulle dans les mouvements traditionnels et plus on fait des choses qui probablement feraient aujourd'hui se retourner De Gaulle dans sa tombe. Bon. Donc on crée l'Union européenne au nom de De Gaulle, on transfère la souveraineté au nom de De Gaulle, on se soumet dans une politique totalement atlantiste au nom de De Gaulle, donc on fait tout au nom de De Gaulle, sauf que c'est évidemment trahir totalement ce qui faisait la pensée
du général de Gaulle, qu'on peut partager ou ne pas partager sur un certain nombre de points ou ne pas partager sur un certain nombre d'autres, mais il se trouve que ceux qui aujourd'hui se présentent étant les héritiers de la pensée gaulliste s'en écartent évidemment depuis déjà de très nombreuses années. Donc il est bon aussi de retrouver des gens qui évoquent de Gaulle et qui semblent partager avec lui ce désir d'indépendance de la France, de grandeur, de puissance, etc. Je voudrais rajouter un mot sur le gaullisme, puisqu'après tout, si vous permettez, Marine, je me sens si on peut autoriser à en parler. Nous ne pouvons pas accepter que se disent gaullistes des gens qui se sont assis sur la volonté populaire lors du référendum de 2005, je parle de la volonté des Français, pour faire accepter un traité, si vous voulez, qui est exactement son frère jumeau. On peut toujours discuter sur le gaullisme, parce que c'est, les temps évoluent, mais ça c'est impossible. Et quand je vous dis ça, vous voyez que ça vise beaucoup de gens qui se réclament du gaullisme et qui ont voté ça. Pour nous, c'est inacceptable. Se prétendre gaulliste en ayant fait ça, totalement, c'est un mensonge et honte. Marine l'a signalé aussi, il y a quand même toute une politique étrangère de la France, vous voyez, de Gaulle. Hein. L'ingérence, dites pour cause humanitaire, donc on sait bien qu'elle est quand même entourée de beaucoup d'autres choses, c'est pas du tout une notion gaulliste. Le respect des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes, voilà une notion gaulliste, c'est qu'on ne respecte pas. Donc, on peut parler de gaullisme, c'est vrai, on peut le reprocher, mais parce que je crois que nous le sommes, on n'a pas besoin de le dire, et je crois que ceux qui en parlent beaucoup, ben, ils ne le sont pas souvent. Hein. Je voulais savoir quelles étaient les activités concrètes d'Agir pour la France. Qu'est-ce que vous faites depuis plusieurs années? Vous vous réunissez, vous faites des travaux Non, d'abord, comme je l'ai écrit sur le site, on a un site internet que vous avez peut-être vu, pour nous c'est un nouveau départ. On avait le nom d'Agir pour la France, on l'a mis en place en 2011. C'est à ce moment-là, si vous voulez. Bon, à partir du moment, si vous voulez, où il n'y a plus d'objectif politique, j'allais pas. Je dis eux, probablement je dis je, mais c'est vrai que c'était un peu quand même un peu au milieu de tout ça. Aller enquiquiner les gens, si vous voulez, pour rien qu'il est quand même mieux que les Français puissent voir sur un certain nombre de réponses. Il y a quand même des grands sujets aussi derrière. Hein, l'éducation nationale qui s'effondre, notre protection sociale qui s'effondre. Il y a quand même la sécurité, de donner aux forces armées les possibilités de travailler. Les entreprises qui s'effondrent. Les entreprises, enfin, toute l'économie qui s'effondre, etc., etc. Donc, il y a des grands sujets sur lesquels je crois que même si on n'a pas un accord total, nous allons pouvoir mettre au point un programme, si vous voulez, de ce qu'on va faire dans l'urgence quand on arrivera. Et c'est ça qui compte. Et puis, je crois qu'il est important que les Français voient que nous sommes pas gouvernés. Et nous allons nous attacher à ça. Mais celle qui va le montrer, c'est Marine Le Pen. Nous, on ne cherche pas à se faire ça. C'est pas notre objectif. Ces messieurs ont travaillé avec Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a arrêté la politique. Est-ce que vous pensez qu'il manque à la politique? Est-ce que s'il revenait un jour, vous seriez contente qu'il puisse travailler avec vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez avec des anciens proches? J'ai rien à souhaiter. Philippe de Villiers a pris une décision de se mettre en retrait de la politique. Moi, je sais très bien que la politique est un virus et qu'on n'en guérit pas. Voilà, il peut se mettre en sommeil pendant quelques années, mais en règle générale, il réémerge au moment où vous ne l'attendez plus, d'ailleurs, un peu comme une crise de palu. Et donc, je pense qu'on reverra Philippe de Villiers en politique. Voilà, je le crois. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, encore une fois, dans la situation dans laquelle est le pays, les grands axes principaux de politique peuvent parfaitement trouver à se coordonner ensemble. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur le sujet de la souveraineté, sur la vision que nous avons de l'Union européenne, la souveraineté territoriale, la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, la souveraineté législative, il y a là largement de quoi trouver des points communs entre la pensée politique qu'a défendue Philippe de Villiers pendant des années et celle que nous avons défendue au Front National pendant des années. Donc, je ne sais pas, mais encore une fois, ce qui est important, il y a des gens qui arrivent encore une fois au Front National tous les jours. Ils viennent de l'UMP, ils viennent du RPR, ils viennent du PS, ils viennent du PC. A priori, si vous voulez, s'ils viennent, c'est qu'ils ne le sont plus, quoi. C'est qu'ils ne sont plus UMP, c'est qu'ils ne sont plus PS. Il n'en demeure pas moins qu'ils gardent évidemment une culture de droite ou une culture de gauche. C'est ainsi. Et je pense que la grande force du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine aujourd'hui, c'est d'être capable d'accueillir, de rassembler des gens qui, encore une fois,
ont eu des démarches, des parcours politiques différents pour les canaliser, si vous voulez, dans une défense de notre pays sur des points qui sont extrêmement clairs et qui voilà, sont les points essentiels dont dépend la liberté du peuple à disposer de lui-même. Voilà, bon. Après, on peut discuter, évidemment, et ces discussions, elles existent. Comment faire, sur quel sujet, il peut y avoir des discussions, et même parfois, il peut y avoir des oppositions entre des gens qui ont une culture de gauche et des gens qui ont une culture de droite sur la manière de mettre en œuvre telle ou telle mesure, mais ça c'est le rôle d'un parti politique, enfin je veux dire un parti politique, un mouvement politique, au-delà d'un parti, des partis d'ailleurs qui peuvent exister, le rôle d'un mouvement politique, et notamment d'un mouvement politique qui va démarrer dans une campagne présidentielle, c'est précisément de réussir à fédérer sans dénaturer la pensée des uns et des autres. Excusez-moi, l'introduction du gaullisme de manière aussi officielle, c'est-à-dire que là, vous avez un parti ou un mouvement politique qui se revendique partiellement de cette obédience face à un Front National qui s'est construit à l'origine contre le gaullisme, contre le RPR, mais le PDR et donc le RPR par la suite. Est-ce que c'est aussi un problème de culture pour peut-être vos militants les plus anciens qui sont attachés finalement à cette tradition? Je sais que par exemple les voyages de M. Philippot à Colombie sont diversement appréciés au sein du parti. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça risque pas de poser un problème, voilà, de synthèse? Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas, je pense que le passé est le passé, les parcours ont été les parcours. Personne n'est obligé d'être gaulliste, moi-même je ne le suis pas. J'ai souvent dit que j'étais plutôt gaulienne, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Je ne me sens pas obligé, si vous voulez, d'accepter en héritage l'ensemble des actions, des décisions prises par le général de Gaulle, pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre d'entre elles, je suis en désaccord. Mais encore une fois, on avance, quoi. On est en train de construire la France du... On est au XXIe siècle. À un moment donné, je veux dire, je comprends qu'on ait envie, comme ça, de se chamailler sur... mais il y a eu de l'histoire ancienne. Cette histoire ancienne est devenue l'histoire avec un grand H. Elle est passée, c'est l'histoire de France. Nous devons contribuer à écrire les prochaines pages de l'histoire. Il se trouve que nous les voyons de la même manière. Bon, alors peut-être trouverez-vous ça piquant, étonnant, un clin d'œil de l'histoire qui voit effectivement des gaullistes et des anti-gaullistes à un moment donné, quelques décennies plus tard quand même, hein, agir ensemble parce qu'ils partagent les mêmes grandes options. Vous savez, quand on a beaucoup perdu, on se reconcentre sur l'essentiel. Ben, je crois que l'essentiel, en réalité, était commun. Et à l'époque, j'ai envie de dire qu'ils avaient, les gaullistes et les anti-gaullistes, ce confort de pouvoir s'étriper parce que la base était préservée. Aujourd'hui, la base est en jeu, la base est en cause. Et donc, ceci nous oblige à poser des vieilles armes qui rouillaient d'ailleurs dans des placards. Hein. Alors voilà, je pense qu'il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que d'ailleurs, le Front National avait accueilli dans ses rangs à De Gaulle, qu'il a fait élire au Parlement européen. Bon, donc tous ces sujets-là sont anciens. Tout le monde a bien compris quel est aujourd'hui l'intérêt de rassembler. Et c'est quand même assez paradoxal qu'on accepte plus mal les gaullistes qu'on accepte les communistes. Même si lui-même avait fait la synthèse. 3 ou 4, enfin, chez vous, qui étaient quand même assez bien remontés contre les gaullistes. Quand même. Il y en a quelques-uns qui sont... Oui, ils étaient quand même bien remontés. Mais nous nous sommes assez vite entendus, j'aurais dit écoutez, parce que c'est souvent, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas non plus... J'ai appris beaucoup de choses dans le contact de ces personnes-là. C'est sur la guerre d'Algérie que pour ma part je n'ai pas vécu. Mais si vous voulez, ceux qui l'ont vécu ont gardé un traumatisme profond que je comprends maintenant, je crois assez bien, j'espère en tout cas, qui est aussi une des divisions de notre pays. Et je pense que ces gens-là souvent sont en colère parce que le sentiment qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et quand vous les écoutez, et vous vous dites, mais ils sont en train de nous annoncer peut-être ce qui pourrait nous arriver demain aussi. Hein. Et quand on fait voir d'une part qu'on comprend ce qu'ils disent et que notre part d'enjeu, c'est plus le passé, mais que là aussi l'avenir, il y a aussi un combat qui est en train de se mener aujourd'hui, et qu'on ferait bien d'être ensemble, ben, je crois, Marine, je ne les ai pas embauchés, mais je crois les avoir convaincus quand même, donc je voulais vous le dire, je veux dire, il faut parler comme le dit Charles Pasqua, parlons de la France. Hein. Bien.